Bienvenue à tout le monde pour ce 7e apéro dédié à la création d'une table calendrier dynamique avec Power Query et le langage M. Donc pour ceux qui me connaissent pas, pardon, je m'appelle Tristan, je suis l'associé de Jean-Pierre. On a monté tous les deux la société DataPulse et on vous propose depuis quelques semaines maintenant deux apéros chaque semaine, le mardi et le jeudi à 18h pour couvrir une thématique sur Power Query ou Power BI ou le DAX ou autre. C'est notre 7e, comme je vous l'ai dit. Donc les 6 premiers apéros ont été enregistrés et sont publiés ou vont être publiés, notamment le 5e et le 6e, sur le site web Power BI Academy que Jean-Pierre va vous partager Euh, en espace de... Oui. Tristan, excuse-moi, j'ai des messages qui me disent qu'on ne voit pas ton écran. Moi je, le, Ah, moi, ah je, bon. moi, je vois le tien. Ouais, pourtant je suis bien... Est-ce que vous pouvez juste nous dire en commentaire si... Enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui voient mon Oui, écran? moi je le vois, je vois. Si l'écran est Bon, bien visible, donc je pense que ça vient de la personne qui est peut-être pas sur le bon... Je sais pas, qui a pas dû cliquer au bon endroit. peut-être sortir, rentrer quoi. Ouais. Alors, donc, bienvenue à ce 7e apéro. Vous pouvez poser vos questions dans l'espace de discussion. Jean-Pierre y répondra en live et puis j'en prendrai peut-être certaines à l'oral en fonction du temps imparti. Je vous rappelle que les apéros sont enregistrés, donc vous pourrez revisionner la session a posteriori si jamais vous perdez le fil ou si jamais vous voulez revoir certains éléments. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être sur l'utilisation de Power Query et du langage M pour créer une table calendrier. Alors l'avantage, c'est qu'on a déjà beaucoup couvert la thématique de Power Query dans les précédents apéros. Donc pour ceux qui ont déjà assisté aux précédentes sessions, vous avez vu déjà des exemples d'utilisation de Power Query, du langage M, des fonctions, etc. Là, ça va être un excellent moyen de se remettre un petit peu les idées en place à travers un cas d'usage concret et réel, puisqu'en fait, la table calendrier, c'est une table qui est hyper importante dans Power BI, dans tous vos modèles de données. C'est d'ailleurs la seule table que vous devriez retrouver à chaque fois dans tous vos modèles. Et donc, justement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment la créer avec Power Query. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, c'est quoi une table calendrier? Alors, une table calendrier, je vais vous en montrer une ici à l'écran. C'est une table qui comprend différents éléments temporels, avec notamment une colonne de date, avec que des dates contiguës, donc pas de trous. On a bien tous les jours renseignés et différentes informations temporelles. Donc par exemple, le mois, le nom du mois, la concaténation du mois et de l'année, le jour de la semaine, la saison, voilà, différents éléments, différents attributs qui vont servir en fait de critères de filtre et de critères dans vos mesures d'axe pour faire des filtres ou des calculs temporels. Euh, cette table, forcément ensuite, une fois que vous l'avez créée, elle est liée à différentes tables modèles de données. Donc là, par exemple, j'ai un modèle où j'analyse des ventes, sell-in, sell-out, des stocks, etc. Et donc, dès que je vais avoir une date, dès que je vais vouloir faire des filtres ou des cumuls temporels, par exemple, mon point d'entrée, mon unique point d'entrée, ça va être cette table calendrier qui est liée aux dates de mon modèle. Donc là, par exemple, vous voyez ici, j'ai ma table de calendrier qui est liée à la date de commande dans mes ventes sell-out. Et puis, j'ai aussi mes objectifs de vente qui ont une date. Et du coup, ma table calendrier est bien liée aux autres tables du modèle. Et donc, je vais pouvoir me servir de cette table en fait pour filtrer la donnée et pour faire des calculs. Donc, je vous montre par exemple ici. Euh, vous voyez ici à l'écran, j'ai une mesure où je vais ventiler par le champ mois-année de ma table calendrier. Je vais ventiler un élément qui vient du sell-in. Donc, par exemple, le gross turnover. Bon, assez classique, donc il va bien filtrer grâce à la table temporelle les attributs par mois, année. J'aurais pu effectivement utiliser d'autres champs de ma table calendrier et à chaque fois ça se refiltre automatiquement. Là où ça va devenir un peu plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi utiliser cette table calendrier pas seulement pour faire des filtres ou ventiler la donnée, mais pour effectuer des calculs DAX avec. Lors de l'apéro numéro 3 sur le DAX, je vous avais notamment montré comment on peut faire des calculs temporels, des cumuls, des variations, etc. Et vous voyez que là, à l'écran, c'est une formule DAX. Et cette formule DAX ne fait simplement que référencer la table calendrier précédemment créée pour effectuer dans ce cas particulier un year to date
qui est en fait un cumul annuel qui repart à 0. Donc là, vous voyez par exemple ici, ça accumule, et puis hop, en janvier, ça s'arrête, et on repart avec la donnée de janvier. Évidemment, ces calculs temporels se refiltrent à n'importe quelle maille, n'importe quel axe analytique du modèle pour pouvoir effectuer des calculs dynamiques, temporels, à la volée, sur des grosses volumétries. Donc vous voyez, ça c'était pour vous expliquer un petit peu quelle doit être la structure de cette table, quelle est son utilité, et maintenant se pose la question de comment je la crée en fait. Puisque maintenant vous avez compris à quoi elle doit ressembler, à quoi elle sert. Donc il y a plusieurs manières de créer une table calendrier dans Power BI. On peut la préparer en amont, donc par exemple en SQL, en Excel. On peut aussi la préparer en DAX. Il y a des instructions DAX qui permettent en fait de créer des tables. Vous pouvez vous servir un peu du DAX comme un langage de requête et sortir des tables. Donc je ne vais pas couvrir ces méthodes-là aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est me servir du langage M et de Power Query pour alimenter automatiquement cette table, créer donc du coup cette table pour la peupler dans le modèle. Et mieux que ça, en fait, je vais généraliser la création de cette table, je vais la rendre plus universelle. Pourquoi ? Parce que je vais créer en fait une fonction Power Query, une fonction personnalisée que je vais créer moi-même pour ensuite pouvoir m'en servir dans tous mes modèles. Alors l'avantage, c'est que je vous partagerai le fichier après la session, donc vous y aurez accès à ce fichier, à cette fonction, à ce langage M. Vous pourrez vous le réapproprier, le modifier éventuellement, ou vous réentraîner pour aboutir au même résultat. Alors, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur la création de la table, il y a besoin de faire un rappel de 2-3 minutes sur Power Query et plus précisément aussi le langage M, notamment la structure de certains objets. Donc je vais vous montrer ici un fichier Power BI où je vais ouvrir Power Query. Alors ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'effectivement Power Query, c'est l'outil qui vous sert dans Power BI pour vous connecter à différentes données, retraiter les données, retraiter les tables. Jean-Pierre vous a montré pas mal d'exemples dans les précédents meet-up. Mais en fait, Power Query, c'est même encore beaucoup plus puissant que ça. C'est un langage de programmation à part entière qui a sa structure d'objets, des tables, des listes, des enregistrements. On peut se créer ses propres fonctions. Et honnêtement, s'il y a des gens là dans l'audience qui se servent de Python, de R ou même de VBA pour faire du retraitement de données ou des fonctions personnalisées ou des choses un peu avancées avec une structure d'objets, vous pouvez répliquer à l'identique, voire encore plus simplement, la même logique avec Power Query. Notamment par la maîtrise de différents objets qui sont communs en fait à tous les langages de programmation. Et donc justement, ici ce que vous voyez à l'écran, c'est une table Power BI. Là, je suis actuellement dans Power Query. Et je voulais juste vous sensibiliser au fait que chaque table, en fait, comprend différents objets. Ici, vous voyez que j'ai une requête Power Query qui référence la requête Sales et qui met entre crochets la colonne Year, qui est en fait une colonne de la table Sales. Et vous voyez qu'ici, il me retourne un autre objet qui a une autre forme. Et bien ça, en Power BI, c'est ce qu'on appelle une liste. Ici, j'ai référencé la liste dans une liste de toutes les années qui figurent dans ma table Sales. Je peux faire des opérations sur cette liste. Par exemple, récupérer les éléments distincts. Voilà. Donc là, j'obtiens, dans une nouvelle requête, la liste des valeurs distinctes de ma colonne Year de ma table de vente. Donc ça, c'est un objet Power Query qui va être utile si vous voulez comprendre comment générer des fonctions personnalisées, notamment lorsqu'il faut créer des tables calendrier. Un autre type d'objet, c'est des records. Donc là, cette fois-ci, plutôt que de référencer une colonne de la table Sales, je vais référencer une ligne, cette fois-ci entre accolades. Ça commence à 0, donc là, c'est la ligne 1. Vous voyez, c'est la ligne 1 de ma requête Sales, 2012 à 964. Et effectivement, si je vais dans ma requête Sales, ça correspond bien à ma première ligne. Donc en fait, si on résume, une table Power Query, une table Power BI, d'un point de vue structurel et objet Power, chaque colonne est une liste que je peux référencer et sur laquelle je peux faire des opérations. Et chaque ligne est un enregistrement. Et vous voyez qu'en fait, je peux référencer de manière très précise une ligne, une valeur, un enregistrement, une colonne, et je vais obtenir un certain type d'objet. Le dernier type d'objet que je voulais vous montrer avant qu'on passe à la mise en pratique de la création de la fonction pour générer une table calendrier, c'est justement les fonctions personnalisées.
Jean-Pierre vous a montré dans des apéros précédents, que je vous invite à revisionner si vous ne les avez pas encore vus ou si vous ne les avez pas bien compris, comment créer en fait des fonctions M Power Query personnalisées, notamment pour boucler sur des pages web ou pour concaténer plusieurs fichiers Excel ou CSV qui sont dans des dossiers. Donc là, je vais juste revenir rapidement pour ceux qui n'avaient pas vu cet apéro sur la structure d'une fonction. Donc là, vous voyez, ce n'est pas une table, ce n'est pas un enregistrement, ce n'est pas une liste, c'est une fonction qui prend comme argument deux nombres, x et y. Elle va retourner un nombre, cette fonction, et je vais passer ces instructions à en fait un ensemble d'étapes. Donc ici, j'ai qu'une seule étape qui va juste additionner deux nombres. Donc ma fonction s'appelle addTwoNumbers, assez simple, je peux l'appeler, donc par exemple 2 et 3. Je clique et ça me renseigne 5. Je me suis juste contenté d'appeler ma fonction que j'ai créée moi-même. Et ben, le but de cette session, c'est de vous montrer comment vous pourriez appeler demain une fonction qui s'appelle getCalendar, celle qui est ici et qu'on va créer ensemble, pour générer de manière automatique une belle table calendrier bien structurée. Cette fonction prendrait en l'occurrence deux paramètres, la start date et la end date. Et donc pour faire ça, il faut effectivement maîtriser un petit peu la syntaxe des fonctions, comprendre ce que c'est une liste, etc. Donc maintenant que je vous ai introduit un petit peu ces concepts et ces objets Power Query, on va passer tout de suite à la mise en pratique. Donc comme je vous l'ai expliqué, dans Power Query, vous avez une structure, chaque colonne est une liste. Donc si je veux créer une table calendrier, j'ai éventuellement besoin de partir d'une liste que je pourrais ensuite transformer en colonne ou en table. Donc pour faire ça, je vais créer une liste. Donc je peux créer une nouvelle requête. Alors les listes, vous en avez de différents types. Vous avez des listes par exemple de texte. Par exemple ici, je vais créer une liste des éléments qui vont de A à Z. Ça me sort une liste de toutes les lettres entre A et Z. Je peux faire pareil par exemple entre 1 et 10. Il me sort la liste de tous les chiffres entre 1 et 10. Alors pour générer une liste de dates, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut utiliser une fonction qui va s'appeler list.date. Cette fonction, elle va prendre trois arguments, vous les voyez à l'écran. Une start date, un incrément, donc de combien vous voulez incrémenter votre liste, et une step qui est en fait la granularité à laquelle vous allez vouloir administrer votre liste. Donc est-ce que vous voulez que ce soit à la maille minute, jour, heure, minute ou seconde? Donc on va prendre un exemple. Ici comme start date, on va mettre 2020, on va mettre le 1er janvier 2020. Je veux l'incrémenter de 12. Et là, je vais utiliser une fonction qui me permet de générer la granularité de mon incrément. C'est la fonction duration qui prend comme argument 4 paramètres, jour, heure, minute, seconde. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer une instruction, une requête, qui va créer une liste de dates qui démarre au 1er janvier 2020 et qui va être incrémentée de 12 jours. C'est ce que vous voyez à l'écran. Je me suis créé une liste. Je reconnais ici le symbole. Cette liste est évidemment dynamique, c'est-à-dire que ici, vous avez bien compris que si je change le paramètre, ça me l'incrémente. Et donc là, vous commencez à voir où on va. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'une colonne d'une table, c'est une liste. Donc là, on est bien en train de créer la genèse de ce qui pourrait devenir une table, puisque j'ai obtenu une liste de toutes les dates contiguës comprises entre le 1er janvier 2020 et incrémentées de 20 jours. Donc on commence à avoir la structure de table cible. Alors justement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait transformer une liste en table. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et là, je vais utiliser cette technique pas mal de fois pendant la présentation, de manière assez fréquente. Et c'est l'une des choses que je préfère dans Power Query. C'est le fait de pouvoir alterner entre le code et l'interface. Power Query, c'est l'un des rares outils aujourd'hui sur le marché qui va réunir à la fois le monde des non-développeurs et le monde des développeurs, puisque vous pouvez à chaque fois alterner selon votre besoin et l'étape, soit du code, soit l'interface, ou les deux. Donc là, j'ai commencé par du code, j'ai commencé par une instruction qui me qui me fait une liste. Je pourrais continuer en tapant directement la fonction M qui me transformerait cette liste en table,
Et en l'occurrence, ici, ce que je veux faire, c'est que je vais me servir de l'interface pour faire ça, tout simplement parce que c'est plus simple et parce que ça me permet de vous montrer que vous pouvez facilement alterner et jouer successivement entre le code et l'interface. Donc là, j'ai ma liste, je vais la transformer en table. Voilà, j'ai un menu où je peux gérer des cas un peu plus spécifiques, un peu plus avancés. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc, je vais juste faire OK. Et là, vous voyez que ma requête, maintenant, elle a une deuxième étape. Donc, ça, la première étape, c'était celle où j'ai créé ma liste. Maintenant, j'ai une deuxième étape où j'ai converti ma liste en table. Vous voyez d'ailleurs le code qui correspond à cette instruction que j'ai générée via l'interface. Donc, maintenant, ça y est. Je n'ai plus le petit symbole de requête, j'ai véritablement une vraie structure de table. J'ai une table qui fait, en l'occurrence ici, une colonne. La bonne pratique, c'est de renommer ces étapes. Moi, j'aime bien nommer des noms courts, sans espace et en anglais. Donc, je vais l'appeler toTab, par exemple. Je vais renommer cette colonne date. Et surtout, vous remarquez qu'à gauche du signe date, j'ai un petit symbole qui m'indique le type de la donnée. Power Query n'a pas reconnu si c'était du texte ou du numérique ou une date. Donc je vais lui spécifier moi-même en lui disant non, non, ceci est bien une date. Ok, donc jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une requête qui comprend 4 étapes, une liste que je transforme en table, je renomme la colonne et je transforme le type. Enfin, ça commence à être pas mal. Je vous rappelle que ma liste est dynamique. Donc par exemple ici, si je change la date de départ, évidemment tout s'actualise. Donc vous commencez à voir un petit peu là où on va aller. Alors vous vous souvenez, quand je vous ai montré la table calendrier tout à l'heure, je vous ai dit, votre table calendrier, elle ne doit pas contenir que une colonne de date. Cette colonne de date, c'est la plus importante. C'est ce qu'on appelle en BI la clé primaire de votre table de dimension, de votre référentiel calendaire. Clé primaire, pourquoi ? Parce que elle est unique, elle va rendre unique chaque enregistrement de la table. J'aurai bien une date contiguë pour chaque ligne de la table. Mais évidemment, cette table calendrier doit comprendre tout un tas d'autres colonnes qui vont servir en fait de filtre ou d'agrégat temporel. Donc par exemple, le mois, l'année, si vous êtes sur des clôtures fiscales décalées, voilà, des choses comme ça, vous allez en fait agrémenter cette table en lui ajoutant un certain nombre de colonnes le plus possible. Le plus vous avez de filtres dans votre colonne, dans votre table temporelle, le mieux c'est. Donc ici, évidemment, le but de cette démonstration, c'est surtout de vous montrer un cas d'usage et un exemple d'utilisation de M et de Power Query pour créer une table calendrier. Je ne vais pas forcément là, maintenant, tout de suite, vous créer la meilleure table calendrier qui soit avec toutes les colonnes qui vont bien. On va juste prendre quelques exemples métiers pour que vous puissiez comprendre la logique. Et ensuite, si vous voulez, on pourra débattre de quelle est la meilleure table calendrier possible et quelles seraient toutes les colonnes dont vous auriez éventuellement besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter quelques colonnes, quelques attributs temporels dans ma table calendrier pour pouvoir la rendre un peu plus robuste et pouvoir aussi m'en servir comme critère de filtre, par exemple pour aller filtrer sur une année, un mois, un trimestre, etc. Alors pour faire ça, pareil, je pourrais utiliser le langage M. Là, je vais rebasculer sur l'interface. Je vais utiliser l'interface de Power Query pour rajouter des colonnes. En fait, vous voyez ici, j'ai un petit bouton en haut qui me permet de rajouter des colonnes dans Power Query. Donc c'est ce que je... Et l'avantage, c'est que en fait, l'équipe Power Query a prévu de vous simplifier en fait tous les attributs temporels que vous souhaiteriez rajouter dans une table. Vous avez l'interface qui vous pré-mâche un petit peu tout ce que vous pourriez faire en termes d'attributs temporels. Donc par exemple ici, j'ai sélectionné ma colonne date. Je vais dans ajouter une colonne et j'aimerais bien par exemple extraire l'année. Et là vous voyez en un clic, il me crée une nouvelle étape, année insérée. Donc voici le code. Et voilà à l'écran le résultat. J'ai pas eu à taper de code, directement dans l'interface. Donc je vais renommer. Alors certains se posent la question peut-être de pourquoi est-ce que je mets un nom anglais. Bon, ça c'est plus une bonne pratique de programmation ou bon voilà, j'ai plus l'habitude de fonctionner comme ça. L'autre question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que tu mets des underscores et pas des espaces par exemple. Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à pas avoir d'espace dans le nom de tes étapes?
Je vous expliquerai un tout petit peu plus après pourquoi, un tout petit peu plus tard dans la session, pourquoi je pense que c'est une bonne pratique de ne pas mettre d'espace dans les noms d'étapes. Donc là j'ai mon année, on va rajouter d'autres attributs. Donc à chaque fois je clique d'abord sur la colonne date parce que si je veux avoir le menu d'ajout de colonne avec les dates disponibles, il faut que je sois sur une colonne de type date. Donc je clique d'abord sur les dates, ajouter une colonne. Je vais là, et là par exemple, je vais rajouter le mois. Donc là j'ai le numéro du mois. Insert month num. Et d'ailleurs ici, plutôt que de mettre mois, je vais mettre mois num. Je trouve que c'est plus clair. Donc là, vous voyez aussi une petite astuce, c'est que si vous activez la barre de formule, par défaut, elle n'est pas activée, mais si vous allez dans Affichage, barre de formule, vous pouvez aller l'activer. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes un peu curieux, vous voyez ce que le code génère à partir des clics sur interface et vous pouvez éventuellement aller le modifier. Donc là, plutôt que de générer une nouvelle étape qui consisterait à renommer cette colonne, je suis allé directement dans le code de l'étape Insert Month Num, et plutôt que d'utiliser le nom natif mois qui était proposé dans l'interface, j'ai directement renommé dans le bout de code. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. J'ajoute ma colonne et je lui donne tout de suite le nom définitif dont j'ai besoin. On continue. Je vais continuer à rajouter certains attributs. Donc, par exemple, je vais rajouter le nom du mois pour être une information intéressante. Voilà. Alors, pour montrer un exemple un peu plus pertinent, je vais un peu plus varier les mois. On va mettre par exemple sur 200 jours. Alors, une petite astuce que je vous montre. Là, vous remarquez que le nom du mois, il est en français. Vous pourriez souhaiter avoir un modèle Power BI en anglais, avec des noms de champs, des noms de colonnes et des noms de tables éventuellement en anglais. Donc avec Power BI Premium, vous pouvez depuis quelques temps générer des traductions automatiques de vos métadonnées. Donc ça c'est quand même pratique pour vos tables, vos colonnes, etc. Pour ce qui est du contenu même des colonnes, en fait vous pouvez directement jouer avec certaines fonctions Power Query qui ont en fait un paramètre facultatif qui va pouvoir interagir avec la culture du PC, la langue, on appelle ça les paramètres régionaux en fait de votre PC. Et en l'occurrence, c'est le cas de la fonction date.monthName qui en fait a un deuxième paramètre qui est facultatif et qui va me permettre de spécifier la langue dans laquelle je veux que mon Power Query me retourne le nom du mois. Alors vous êtes peut-être en train de vous demander, ouais, mais comment est-ce que tu sais que cette fonction comporte un deuxième paramètre qui est facultatif? Alors, en fait, il faut être curieux. Et en l'occurrence ici, si vous faites par exemple une nouvelle requête vide, vous avez accès directement à la documentation de toutes les fonctions Power Query. Donc je vais juste taper égal date.monthName. Je vous avoue qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et puis je me suis dit, tiens, quand même, je vais regarder cette fonction parce que si ça se trouve, je peux faire des choses avec dont je n'avais pas idée. Et effectivement, ici, en tapant simplement l'instruction de la fonction, j'ai accès directement à la documentation officielle avec les paramètres que prend la fonction. Et effectivement, je vois bien qu'il y a un paramètre facultatif qui est la culture. Et un peu plus bas, j'ai même directement un exemple qui me montre quel genre de paramètres il faudrait renseigner pour avoir la date, par exemple, en anglais. Si vous voulez avoir accès directement à la librairie de toutes les fonctions M Power Query qui sont disponibles, vous pouvez taper égal dièse shared et ça va vous retourner en fait un enregistrement avec toutes les fonctions M Power Query qui sont disponibles directement dans l'interface. Donc là vous voyez c'est un enregistrement que je vais pouvoir transformer en table et là j'ai accès à toutes les fonctions natives. Donc je ne parle pas des fonctions personnalisées, je parle des fonctions natives qui sont disponibles dans l'interface Power Query. Et je peux même me faire une petite barre de recherche. Par exemple, Tristan il m'avait montré list.dates. Est-ce que je peux voir de quoi il s'agit? Oui, voilà, j'y ai accès. Je clique, j'ai accès à la documentation directement depuis mon Power Query.
juste en utilisant l'instruction dièse shared dans une nouvelle requête. Ok, donc ça c'était juste une petite digression pour vous montrer qu'il faut être curieux, qu'il faut aller chercher la documentation, qu'il faut être débrouillard ou aller piocher les bonnes infos. Donc là en l'occurrence ici, je vais juste mettre par exemple en US, parce que c'est ce que me disait la doc, et là vous voyez, maintenant, grâce à cette petite instruction facultative, le nom de mon mois a basculé en langue anglaise. On continue. Donc par exemple, j'aimerais bien ajouter, on va dire, le jour. Par exemple, le jour de la semaine. Voilà. Donc là, il va m'ajouter le numéro du jour de la semaine. Alors, c'est pas forcément celui que je voulais utiliser. Il pourrait servir pour d'autres cas. Donc, quand vous avez fait une erreur ou quelque chose que vous voulez pas forcément utiliser dans une requête Power Query, vous pouvez soit cliquer sur la petite molette pour éventuellement modifier, soit carrément supprimer l'étape. Moi, ce que je voulais juste avoir éventuellement, c'est peut-être le nom du jour de la semaine. Mais à la limite, on peut garder le numéro aussi si ça vous convient. Donc nom du jour, là j'ai oublié de renommer, c'était insert month. On va mettre day name. Voilà, vous remarquez que je prends toujours le soin de ne pas avoir d'espace dans le nom de mes étapes. Je vous expliquerai après pourquoi. Ok, donc là on commence à avoir une table calendrier qui ressemble un petit peu à quelque chose. Un cas assez classique, c'est que par exemple vous aimeriez bien avoir, alors je ne vais pas forcément rajouter toutes les colonnes inimaginables, hein, vous avez vu, on peut rajouter les trimestres, on va en faire encore un par exemple, on va dire le trimestre de l'année. Voilà. Donc insert quarter. Vous avez compris l'idée, hein, vous pouvez à partir de cette table date ajouter tout un tas d'informations temporelles assez intéressantes. Pour ce qui est des semaines, il faut savoir que par défaut, Power Query ne gère pas tout ce qui est semaine ISO, week ISO, pour pouvoir retomber sur le même lundi d'une année à l'autre, etc. On a beaucoup de clients qui nous demandent, une fois qu'ils ont cette table calendrier, d'effectuer des calculs du type je veux comparer le lundi de l'année N au lundi, enfin le premier lundi de janvier de l'année N par rapport au premier lundi de janvier de l'année N-1, voilà, ce genre de choses-là. Donc pour ça, il faut passer par des transformations et des petits paramétrages au niveau des dates qui ne sont pas couverts, on va dire, nativement par l'interface de Power Query. Donc je vous montrerai ça peut-être en fin de session si on a le temps en guise de bonus. En tout cas, vous avez quand même les semaines, on va dire, natives gérées comme si vous utilisiez par exemple la fonction week, la fonction semaine, numéro semaine, qui est disponible par exemple dans Excel. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est juste un cas un peu plus simple mais relativement classique. En fait, souvent les utilisateurs, ils aiment bien avoir un champ qui est la concaténation de l'année et du mois. Enfin, plutôt du mois d'abord et de l'année. Par exemple, avoir directement une liste qui donne janvier 2019, janvier 2020, etc. Donc, pour faire ça, en fait, il va falloir concaténer ces deux colonnes-là. Ok. Sauf que, vous allez voir ce qui va se passer à l'écran. Je vais sélectionner sur cette colonne et puis cette colonne. Je vais lui dire transformer. Donc, je vais pouvoir aller directement ici. Et puis, j'ai un menu ici qui me permet de fusionner les colonnes. Je vais mettre un séparateur, je vais mettre un espace. Et je vais l'appeler année-mois, par exemple. Non, plutôt mois et année. Ah, pardon, c'est pas comme ça que je voulais faire. Là, on a un très bon exemple. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé cette fusion directement depuis le menu transformer. Alors qu'en fait, j'aurais voulu garder les colonnes existantes, puis ajouter une colonne qui fusionne. Donc je vais juste refaire la manip, rester sur ce menu-là, voilà.
Je sais pas d'ailleurs si ça va marcher, on va tester en live. Fusionner les colonnes. Année et mois. On va voir si ça marche comme ça. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave, on va passer par l'interface, par le code. Donc ici, je vais rajouter une colonne, notre méthode pour le faire, mois et année, qui va être le nom du mois et l'année. Tristan, Oui, tu peux faire l'ajouter, ajouter une colonne, le fusionner avec l'interface. Simplement, il faut aller chercher dans le menu. ouais, c'est ça. Il faut aller C'est ça, chercher il faut- en haut. Ouais, Ici. c'est ça. On peut pas passer par le truc. Il faut faire comme ça. Attends, je vais le montrer aux gens qui effectivement connaissent pas. Ici, je peux directement aller dans ajouter une colonne et cliquer sur fusionner. Mais c'est pas plus mal que je le montre aussi avec le code. Ah oui, tout à fait. Ça, vous voyez. C'est juste que pour ça. Non, mais t'as raison. C'est disponible à l'interface. Donc mois, année. On va mettre nom du mois et année. Voilà. Et là, vous voyez, il me génère une erreur. Alors ça va être un cas assez classique que vous allez rencontrer plus généralement dans Power Query, mais surtout sur des analyses temporelles où souvent vous allez vouloir croiser des données qui n'ont pas nécessairement le même type. En fait, là, vous voyez, si je clique sur le message d'erreur, il va m'indiquer, bah oui, mais en fait, tu es en train de concaténer un chiffre, un nombre, avec du texte. Et Power Query, contrairement au DAX ou à Excel, il est très exigeant, c'est un peu comme SQL, il est très exigeant sur le type des données. Dès lors que vous allez vouloir additionner ou concaténer des données qui n'ont pas le même type, il va grogner. Donc, ici par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est de lui dire, plutôt que de prendre l'année sous format numérique, on va la mettre sous format textuel. Donc il y a une fonction M qui permet de convertir du numérique en texte. Et donc là, vous voyez, hop, il m'a bien converti la bonne... Enfin, il a bien converti l'année en texte, et du coup, je suis capable, cette fois-ci, de concaténer le nom du mois et l'année pour avoir le format que je souhaite. Ok, donc on va le mettre en texte. Ici, je peux le taper directement. Type text. Voilà, on va le mettre insert month year. Donc on commence à avoir une table qui ressemble à quelque chose. Alors évidemment, selon votre besoin, votre type de données, etc., vous pourriez souhaiter mettre plus ou moins de colonnes supplémentaires dans cette table calendrier pour vous rajouter des axes analytiques, etc. On en rajoutera peut-être après, à la fin, en fonction du temps qui nous est imparti et des questions qu'il pourrait y avoir. Supposons que cette table me convienne. Supposons que cette structure soit pertinente et m'intéresse. Donc j'ai quand même l'année, le mois, le nom, le quarter, etc. Je vous rappelle le point de départ. On est parti d'une feuille blanche où on a juste déterminé une liste. Et puis, à l'aide d'un certain nombre d'étapes, on a abouti à ça. Je vous ai dit tout à l'heure, en début de démonstration, que moi, ce que je voulais, c'était rendre ça encore plus générique, plus dynamique, pour que, en fait, vous n'ayez pas à chaque fois à refaire ce genre de choses-là. Donc, l'idée, c'est de transformer cette requête en fonction, Power Query, une fonction personnalisée que je vais créer moi-même. Cette fonction prendra 2 paramètres, date de début, date de fin, pour que, en fonction de justement ce qui sera appelé, date de début, date de fin, ça me sorte, ça me retourne cette table calendrier dont on va supposer qu'elle est parfaite et qu'elle répond à votre besoin. Donc ce que je vais faire, alors juste par précaution, je vais copier-coller la requête, un peu comme ce que je vous avais montré Jean-Pierre, avant de passer à une fonction, ça peut valoir le coup quand même de stocker ou de figer quelque part la structure de la table. Donc là j'ai juste la même requête. C'est cette requête-là que je vais transformer en fonction. Alors, là, ce que vous voyez, ce sont les étapes. Vous vous doutez bien qu'il va falloir modifier un petit peu le code de certaines étapes pour pouvoir rendre ceci un peu plus universel, un peu plus générique. Donc vous avez un bouton, pour ceux qui ne connaissent pas dans Power Query, qui permet d'avoir accès directement à l'éditeur avancé. Donc l'éditeur avancé, c'est en fait l'endroit où vous allez avoir accès à tout le code M de toutes vos étapes. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez accès
à l'ensemble du code M de chacune des étapes. Le M est un langage en escalier, c'est-à-dire que ici j'ai une étape source, elle est référencée à l'étape d'après. Rename date, elle est affichée à l'étape d'après, enfin elle est appelée dans l'étape suivante. Jean-Pierre vous a montré dans des apéros précédents comment vous pouviez éventuellement sauter des étapes, référencer des choses qui sont plus haut, etc. Donc je vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Donc vous voyez que chaque instruction, chaque requête commence par un let et un in. Donc let ça veut dire en fait démarre et in ça veut dire charge. Donc il charge toute la requête au niveau de cette étape-là. Alors je vais répondre tout de suite à la question de pourquoi est-ce que c'est une bonne pratique, à mon sens, à mon avis, de ne pas mettre d'espace dans les noms d'étapes. Imaginez ici, je mets comme ça et je laisse comme ça. Et puis je vais faire pareil ici. Au lieu de mettre un underscore, je vais mettre un espace. Donc volontairement, j'enlève des espaces dans le nom de mes étapes Power Query. Enfin, je mets des espaces, pardon, dans le nom de mes étapes Power Query. Vous voyez ce qui se passe à l'écran? Pour que Power Query puisse comprendre qu'il s'agit bien d'une étape, lorsqu'une étape comprend un espace dans son nom, il est obligé de la référencer par ces petits dièses et ces guillemets qui vont, à mon sens, polluer le code, puisque en fait, ça va alourdir la syntaxe, puisqu'à chaque fois, ces noms d'étapes sont référencés plus tard ailleurs dans le code. Quand vous vous amusez à avoir des noms d'étapes un peu longs et avec des espaces, vous pouvez vite aboutir à des requêtes M illisibles et inutilement longues et surchargées. Donc la bonne pratique, et j'insiste auprès des utilisateurs, en tout cas aux personnes que je forme, d'éviter d'utiliser des espaces. C'est ce que recommande aussi Chris Webb, qui est l'expert absolu de Power Query et qui travaille maintenant chez Microsoft. Je vous rappelle aussi que vous pouvez parfois documenter vos étapes et les commenter. Donc par exemple ici, quand on a concaténé le mois et l'année, je peux faire un clic droit propriété et je vais dire concaténation du mois et de l'année. Donc pour faire ça, je suis allé dans clic droit, puis propriété. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que d'un point de vue technique, je viens de commenter mon étape Power Query. Ok, donc là on a cette requête, les bonnes pratiques, qui a un bon format, avec des bons noms d'étapes, etc. Je veux la rendre générique pour la transformer en fonction, de telle sorte que je puisse m'en resservir sans avoir forcément à réfléchir à chaque fois. Et surtout, en permettant de mettre des paramètres un peu dynamiques pour alimenter cette table. Alors justement, si on regarde le bout de code, en fait, quelle est la seule chose que j'ai besoin de modifier pour que tout puisse devenir générique et complètement dynamique? En fait, c'est juste ce petit truc-là et ce petit truc-là. Puisque comme je vous l'ai expliqué après, toutes les étapes qui en découlent ne font que référencer source et on ajoute des éléments, des colonnes, etc. Mais à la base, j'ai généré une liste fixe de dates qui démarre au 1er janvier 2020 et qui s'incrémente de 200 jours. Si j'arrive à trouver un moyen ou une méthode pour dynamiser ces deux trucs-là, pour les rendre variables, l'ensemble de ma requête devient complètement dynamique et complètement variable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer en variable ces éléments-là pour rendre générique ma requête et la transformer en fonction. Donc je vais juste faire entrée, je vais mettre start date, donc le nom de ma première variable, donc le premier paramètre local de ma fonction que je vais typer, je vais le mettre en date. Et alors là, posez-vous la question, est-ce que c'est pratique de renseigner le nombre de jours que je souhaite utiliser pour incrémenter ma table de date? Imaginez demain, vous voulez utiliser cette fonction qui va, par exemple, du 1er janvier 2020 à aujourd'hui, ou par exemple jusqu'au 31/12/2021. Est-ce que vous voulez vous amuser manuellement à compter combien il va y avoir de jours, ou est-ce que vous voulez demander à vos utilisateurs combien il va y avoir de jours qui vont séparer votre date min de votre date max? Non. Ce qui serait beaucoup plus pratique, c'est en fait de demander aux utilisateurs ou à vous-même de renseigner une date finale, donc la date max, la borne maximum de votre table calendrier,
C'est beaucoup plus pratique de renseigner ça auprès des utilisateurs et de prendre le soin de calculer nous-mêmes le nombre de jours qui sépareront ces deux arguments. Donc le deuxième argument que je vais créer en ma fonction, c'est une endDate as date. Là, je vais taper quelque chose de facultatif, ici. Je vais taper quel est le type de données que doit retourner ma fonction. Donc c'est une table. Puis là, je passe l'instruction. Voilà. Donc ça, c'est juste le petit bout de code qui va me permettre de transformer ce qui était une requête physique table en mode fonction. Maintenant, je n'ai plus besoin que de alimenter ces champs-là directement dans mon code pour que ça devienne complètement générique. Donc ma date qui était figée, je peux directement la remplacer par start date. Vous remarquez que comme le DAX, maintenant en Power Query, en M, j'ai ce qu'on appelle l'IntelliSense, l'aide à la saisie. Donc il vous propose en fait les fonctions disponibles dans l'interface en fonction de ce que vous tapez. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Donc start, et là hop, directement avec tabulation, j'obtiens le bon objet. Là le 200, il va falloir que je fasse une petite manip en plus. Il va falloir que je calcule le nombre de jours, puisque c'est bien en jours que je dois incrémenter ma table, le nombre de jours qui sépare ma endDate de ma startDate. Donc je vais juste me créer une petite étape en plus que je vais appeler mbDays et qui va juste être une différence de jours entre ma endDate et ma startDate. Alors plus 1, parce que c'est un intervalle. Alors si je veux créer entre le 1 et le 2 janvier, j'ai besoin d'avoir 2 jours. Donc il faut que 2 janvier moins 1 janvier, ça me retourne 2. Donc d'où le plus 1, parce qu'on est sur des intervalles. Vous remarquez que chaque étape finit par une virgule. Donc là, j'ai bien pris le soin d'ajouter une virgule à la fin de mon étape. La seule étape qui ne comprend pas de virgule à la fin, c'est la dernière. La dernière étape n'a pas de virgule, c'est celle qui est juste avant le in. Ok. Donc duration.days, j'ai mon nbDays, donc mon 200 qui était fixe, maintenant je vais pouvoir incrémenter comme ça. Ça, j'ai pas besoin d'y toucher parce que c'est juste la granularité à laquelle je veux, on va dire, incrémenter ma table. Donc je veux toujours la faire à une granularité journalière. Si vous avez des date time dans votre modèle, donc si vous avez une table où vous avez des dates et des heures, minutes, secondes, la bonne pratique, c'est dans votre table où vous avez ces dates-là, de séparer en utilisant par exemple Power Query la date et l'heure, et de créer avec le même style. Il y a aussi une fonction qui s'appelle list.datetimes. La bonne pratique, c'est de créer une table de date, puis une table d'heure, pour pouvoir séparer les analyses qui seraient à une granularité heure ou minute ou seconde, et les analyses qui se feraient à une maille journalière ou supérieure. Là, en l'occurrence, ici, ce que je veux, c'est créer une table calendaire journalière. Donc, j'utilise le duration avec 1 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. OK. Donc, je vais appuyer sur Entrée. Et là, vous voyez que je n'ai plus une table, j'ai une fonction. Je vais l'appeler getCalendar. GetCalendar. Voilà. Donc cette fonction, vous reconnaissez ici le petit symbole, elle va deux arguments, une start date et une end date, et elle va me retourner une table. C'est exactement ce que je veux. Donc prenons un exemple. J'aimerais bien avoir une table calendrier qui va du 01 2019. Je peux aussi directement passer par l'interface là. Allez, on va mettre 2018 par exemple. Et on va la faire aller par exemple jusqu'au 10-04 2020. C'est un exemple. J'appelle ma fonction et boum, tout de suite, vous voyez, il me crée une nouvelle requête qui va s'appeler test, ou par exemple on va l'appeler calendrier, démo, donc calendrier, voilà. Forcément je suis déjà sur un PBX, on va l'appeler calendar, elle existe aussi. On va l'appeler calendar démo, c'est pas grave. Ok. Donc j'ai une nouvelle table dont
dont la requête ne comprend qu'une seule étape. Cette étape, c'est source, et en fait, c'est tout simple. Cette étape ne fait que référencer, ne fait que appeler la fonction que j'ai précédemment créée en suivant le protocole que je vous ai détaillé depuis le début de la session. Alors évidemment, cette fonction, elle est un peu générique. Vous pourriez éventuellement la modifier, l'améliorer, etc. Moi, à chaque fois, je repars d'un PBX vierge qui comprend cette fonction dans mon Power Query, dans mes requêtes, et du coup, je l'utilise dans tous mes modèles, puisqu'évidemment, le temps et les dates sont présents dans 99,9% des modèles Power BI, donc vous avez quasiment tout le temps besoin d'une table calendar, donc autant se faire une petite fonction qui est disponible et que je peux réutiliser dans mes PBX. Malheureusement, il n'existe pas encore dans Power Query le principe de librairie, un peu comme à l'image de ce qu'on peut avoir en R ou en Python. Ce qui serait génial, en fait, c'est de pouvoir créer une espèce de librairie de fonctions personnalisées en M qu'on pourrait mettre quelque part dans le ruban ou charger quelque part sous forme d'extension et qu'on pourrait réutiliser à chaque fois sans avoir à... Oui. Ouais, juste par rapport à ça, une petite remarque si tu le permets. On peut, disons, créer des bibliothèques de requêtes M dans, par exemple, une base Access, une base SQL, des fichiers texte. Et pour les appeler, on utilise l'instruction M expression.evaluate. Effectivement, mais sauf que ça... Comment dire ? Ça reste c'est une méthode qui nécessite... Enfin, c'est un appel externe, en fait. Oui, mais ça peut permettre d'avoir quand même une bibliothèque dans un fichier texte de toutes tes fonctions. Tu appelles ce fichier texte avec expression évaluée et tu as toutes tes fonctions disponibles. Effectivement. Ça peut être quand même, moi je sais que j'ai utilisé plusieurs fois. Ouais, non, effectivement, c'est un bon point pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction. Elle peut servir aussi à dynamiser d'autres choses que juste l'appel à des fonctions qui seraient enregistrées dans une librairie ou dans une base de données. Effectivement, tu as raison, c'est un bon point. En l'occurrence, ce à quoi je faisais référence et ce dont plusieurs MVP, Power BI et Power Query aimeraient avoir, c'est directement en fait ici avoir un ruban ou un add-in où on pourrait, exactement comme en R ou en Python, en fait, se charger ou se pré-définir une librairie de fonctions directement accessibles sans même besoin d'avoir à retaper du code ou à avoir à les stocker dans une base de données. Oui, bien sûr, ça serait plus pratique. Ça, c'est clair. Mais bon point, tu as raison, c'est une bonne astuce. Effectivement, ici, si vous voulez réutiliser cette fonction dans d'autres fichiers, soit vous faites un template Power BI qui comprend cette fonction, soit vous la stockez effectivement dans une base Access, dans une base de données pour l'appeler sous forme de librairie, soit vous pouvez directement en fait copier c'est une requête, hein, donc vous la copiez, puis vous pouvez aller la coller dans un autre fichier Power BI Desktop, par exemple dans Excel, hein, puisqu'il y a Power Query dans Excel, hein, Jean-Pierre vous l'a montré au précédent apéro. Et donc vous pouvez directement aller taper cette fonction dans un fichier Excel en mode Power Query pour retenir l'information. Bon, et puis derrière, vu qu'une fois qu'on a cette table, on peut directement la charger dans le modèle de données. Donc je vais pas charger celle-là, je vais juste charger celle que j'avais déjà programmée voilà, ici dans l'éditeur. Alors parfois, effectivement, certaines personnes nous disent j'aimerais bien dynamiser les bornes, le min ou le max. Ou par exemple, ici, j'aimerais bien aller jusqu'à today. Donc ici, vous avez une instruction qui vous permet en M, c'est un peu compliqué d'ailleurs de faire ça, datetime.date, datetime.localNow. Voilà, c'est la manière en Power Query d'aller chercher le today. C'est un peu pénible, j'aimerais bien qu'il y ait une fonction today, mais bon. Donc là, c'est pour à chaque fois que vous allez rafraîchir votre rapport Power BI, enfin votre modèle de données, il va rafraîchir avec la borne max qui sera la date du jour, à laquelle, par exemple, vous pourriez ajouter des mois, des jours, etc. Parfois, ça peut être pertinent ici, effectivement, de dynamiser soit la borne min, soit la borne max de votre table
calendrier en allant chercher directement des informations dans vos tables de faits, dans les autres tables du modèle, puisque évidemment, ce que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, c'est que votre table calendrier, en termes de couverture temporelle, elle doit couvrir l'ensemble des dates de toutes les tables de faits auxquelles elle sera connectée, hein, forcément. Si vous avez une table de faits, donc si vous avez par exemple des tables de vente ou de budget qui vont jusqu'à 2000, les budgets en l'occurrence et les objectifs vont jusqu'à 2021, on va se projeter dans le futur. Et si vous vous amusez à lier cette table calendar aux objectifs, il faut effectivement que votre table calendrier ait une borne maximale qui couvre l'horizon temporel jusqu'auquel vous vous projetez. Donc parfois, ça peut être intéressant, en fait, quand vous appelez la fonction, au moment où vous l'appelez, c'est de carrément dynamiser, en fait, ce que vous allez vouloir passer comme argument à la fonction. Donc par exemple ici, je ne sais pas si j'ai un exemple là, alors est-ce que j'ai ça? Voilà, là par exemple, j'ai une table avec des dates. Imaginons que je souhaite faire démarrer ma table calendrier à la date minimale de ma table, ici, imaginez que ce soit des ventes. D'accord ? Ici, je pourrais très bien dire, dans mon calendrier, au moment où je l'appelle, je vais lui dire... non, pardon, c'est pas là. Ici, au moment où je vais appeler ma fonction, je vais lui dire, tu vas référencer list.min, ouais, de vente, date. Voilà. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour référencer quand vous référencez une colonne dans une table, c'est une liste. Donc en fait, ça me retourne la liste de toutes les tables de la table vente. Et là, j'extrais le min et comme ça, je vais obtenir une date, une valeur scalaire qui est la date minimale de ma table de vente et qui va venir agrémenter ma table. Bon, là, en l'occurrence, ça ne change rien puisque ma date min de ma table vente, c'était justement le 1er janvier 2016. Donc, il n'y a pas eu de modification. Mais en tout cas, effectivement, si votre table de vente avait une date minimale différente ou si elle changeait dans le temps, votre table calendrier s'ajusterait en conséquence. Et après, évidemment... Tristan, tu peux peut-être faire un liste max sur ta table vente pour montrer la vente de fin. Ouais, si vous voulez. Hop. Alors ça, très clairement, je vous déconseille de le faire sur des grosses volumétries de données. Hein. Le fait d'aller chercher la date min et la date max directement dans des listes Power Query, le mieux c'est peut-être de le précalculer en amont si vous êtes sur une base de données ou autre, parce que ça peut être assez consommé en termes de temps de refresh, puisque Chris Webb a très bien montré que quand vous vous amusez à aller forer dans des listes ou dans des objets de ce type-là sur des grosses volumétries de données, ça peut avoir tendance un petit peu à mouliner. Donc effectivement, juste pour vous montrer ici, maintenant ma table calendar, elle va bien jusqu'au 31/12/2018, qui est la date max de ma table vente. Voilà, et donc juste pour terminer, pour boucler la boucle, une fois que vous avez cette donnée, cette table dans le modèle de données, vous allez la lier aux différentes tables de votre modèle. Vous allez pouvoir vous en servir pour faire des relations, pour faire tout un tas de calculs temporels en DAX qui vont être beaucoup plus pratiques, beaucoup plus simples, beaucoup plus performants dès lors que vous aurez pris la peine de créer cette table calendrier. La toute subtilité aussi, c'est que vous pouvez, il y a un menu qui permet de dire expressément au moteur « Ceci est une table calendrier ». Une fois que la donnée est chargée, vous pouvez aller ici dans clic droit au niveau de la table calendrier, marquer comme table de date. Donc vous allez pouvoir dire expressément au moteur Power BI, ceci est une date, ceci est une table date. Globalement, ça va, dans certains cas, optimiser les calculs DAX qui s'appuieraient sur cette table calendar. Ça va aussi permettre d'utiliser, quand vous êtes en mode Analyze in Excel, si vous construisez un tableau croisé dynamique Excel qui prend comme source un modèle de données Power BI, si vous voulez pouvoir utiliser le petit segment date qui est assez sympa dans Excel,
il faut préciser au moteur Power BI, au moteur Vertipack, que cette table est effectivement une table calendrier, une table de date. Donc voilà, je vous conseille très fortement d'activer cette option. Et surtout, du coup, maintenant que vous avez tout ça, de ne pas utiliser la hiérarchie de date native qui est disponible dans Power BI. Microsoft a eu la merveilleuse idée de se dire, tiens, si on chargeait de manière native une espèce de table calendrier sous le capot à chaque fois que les utilisateurs Power BI utilisent des dates, non, surtout pas, n'utilisez jamais ça. Donc, n'utilisez jamais ça. C'est désastreux en termes de performance, c'est pas pratique. Ça peut occasionner pas mal de problèmes dans vos reports et dans la performance de vos calculs. Donc, n'utilisez surtout pas le comportement natif des dates dans Power BI. Désactivez ce truc-là. Et tous vos calculs temporels, vous passez par une table de dates et vous la liez aux différentes dates de vos tables de faits. Tristan, tu peux me permettre, je voulais juste rajouter, n'utilisez jamais ça. Hein? Voilà. Exactement. Est-ce que tu peux juste peut-être montrer, si on a une question, comment trier par exemple la colonne mois-année là sur l'ordre du mois pour pas que août apparaisse en premier? Alors effectivement, c'est une bonne question. En fait, ici dans ma table calendrier, vous remarquez que month year, c'est un champ textuel. Et donc, alors, je vais devoir déprogrammer le tri pour vous le remettre ensuite. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, par défaut, cette colonne, elle va se trier sur elle-même. Et vu qu'elle est textuelle, en fait, elle va apparaître sous cette forme-là. Vous voyez ici, c'est un grand classique, le top 1 de toutes les questions qu'on a de formation Power BI ou dans le forum Power BI. Ah, mais mes données, elles n'apparaissent pas dans le bon ordre. Bah oui, parce qu'en fait, vu que c'est du texte, il les trie par ordre alphabétique. Sauf que si vous prenez la peine de stocker un index qui est en fait la concaténation de mois-année, mais sous format numérique. Donc là, j'ai stocké une colonne dans le modèle qui me donne l'année-mois en format numérique. Je la masque aux utilisateurs, d'ailleurs, je n'ai pas forcément envie qu'ils passent par ça. Je trie, en fait, je peux trier cette colonne mois-année. Je clique dessus dans la vue données, outil de colonne, trier par month year num, qui est ma colonne d'index numérique de tri. Et du coup, maintenant, dans tous les visuels Power BI que j'utiliserai, par défaut, il va bien me trier par le month year. Voilà. Cette fonction de trier une colonne sur une autre colonne est aussi, indépendamment des fonctions de date, très utile quand vous avez par exemple une table de segmentation genre très bien, bien, passable, moyen, et que soit on veut que très bien soit en premier. Et bien là, dans cette table, vous associez un index à vos libellés, et après vous triez votre colonne libellée sur l'index, et ça vous permet de forcer dans votre table un ordre bien précis. Effectivement. Alors, je ne sais pas, Jean-Pierre, s'il y a d'autres questions. Moi, j'imagine qu'il y a eu quelques questions pendant la session, mais tu y as répondu sur le chat. Oui, il y en a pas mal. Si une question, si tu peux éventuellement montrer, c'est... Jean-Pierre, tu es là? Ouais. Peut-être si tu peux montrer la question, c'était quand on a 1, 2, 3, 4, si on peut avoir 0,1, 0,2, donc utiliser peut-être un text.padstart, quelque chose comme ça. Oui, alors, effectivement, ici, je vais repartir dans la... Ici, quand j'ai généré le numéro du mois, je crois que c'était... Ah non, mais j'ai supprimé la... Si, tu as le mois nul. C'est pas grave, on va... Bon, on va le faire sur un exemple plus simple. Ici, effectivement, si vous avez un mois, par exemple, qui est comme ça, donc imaginez là, vous avez une valeur 1 et vous voulez le transformer en 0,1, par exemple. Là, il existe une fonction qui s'appelle égale text.padStart qui va vous permettre en fait de dire je veux précéder de tant de caractères, enfin, je veux combler,
je veux que la somme de tous mes caractères, de mon nombre de caractères fasse 10. Et si jamais c'est pas le cas, je vais précéder tous les éléments par ce troisième argument. Donc là, par exemple, ici, j'ai name. Je veux que la somme finale de mon nombre de caractères fasse 10. Donc je vais devoir rajouter 6 traits comme ça. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sauf que dans le cas ou dans la question qui est posée là, ça en a un. Parce que justement, pour avoir votre colonne de tri bien formatée en 2019-01, 2019-02, etc., bah en fait, ici, on va appeler exemple, ou par exemple, on va appeler exemple. Je pense qu'il va falloir le mettre en texte, mais on va gérer ça après. Exemple, le deuxième argument, c'était quoi? C'était le count, donc 2. Et ici, on va mettre 0. Il faut le mettre entre... Voilà, je m'en doutais. Le 0 entre guillemets aussi. Number.toText, parce que mon exemple, il était en numérique, bon, on va mettre 1 par exemple. Voilà. On peut convertir la valeur 0 en type texte. Le 0, il doit être entre guillemets ton 0. Vous voyez, hein, comme Power Query est très exigeant sur les formats de données. Voilà. Donc là, du coup, j'ai transformé mon 1 en 0,1 et vous comprenez bien qu'ici, si je mets par exemple 5, voilà, il me comble l'existant par la valeur que je précise ici. Ok, alors je vois qu'on a un tout petit peu débordé, mais merci pour vos questions intéressantes. J'espère que la session vous a plu. Je vous partagerai le TBX pour que vous puissiez réutiliser la fonction. La vidéo est enregistrée, donc vous pourrez la regarder a posteriori pour vous réentraîner à faire la fonction. Je voulais juste terminer la session pour vous dire que si vous êtes intéressé pour creuser un petit peu cette partie temporelle, parce que évidemment, une fois qu'on a fait cette table calendrier, il y a plein de choses à faire en DAX, en termes de visualisation, il y a plein de complexités qui sont liées à l'analyse du temps en BI et sur Power BI. Donc comme d'hab, hein, on a différents programmes de formation en ligne, hein, puisque effectivement, en cette période de confinement, on s'adapte. Ce sont des formations qu'on délivre notamment, habituellement en présentiel, mais cette fois-ci, on va les délivrer en mode online, donc soit en inter-entreprise, soit directement en intra chez vous, dans votre boîte, si vous avez plusieurs personnes à former. Donc on a le tronc commun initiation, perfectionnement, où on couvre effectivement les bases de Power BI et certaines maîtrises de fonctions, DAX, Power Query, modélisation, etc. On a aussi une formation plus poussée sur l'analyse du temps, les calendriers 4-4-5, les années fiscales décalées, les mesures semi-additives, les cumuls un peu compliqués, voilà, ce genre de choses-là. Donc si ça vous intéresse, on va vous mettre à disposition les liens. En fait, pour rien vous cacher, on est en train de mettre à jour le site web pour que vous puissiez avoir directement accès à tous les liens de toutes ces formations, pour que vous puissiez vous inscrire. On a eu beaucoup de demandes ces derniers jours de personnes qui nous disaient je suis intéressé par cette formation, où est-ce que je peux m'inscrire, etc. Donc Jean-Pierre est peut-être en train là, de vous partager les liens sur l'espace de discussion. On a prévu de mettre de manière claire tout ça sur le site web d'ici demain ou en début de semaine prochaine. Et de toute façon, on vous renverra un mail détaillé pour que vous puissiez, avec tous les liens et les différentes informations, pour que ce soit clair pour vous et que vous puissiez voir concrètement quelle formation vous intéresse, quel serait le plan de cours, à quelle date, à quelle heure, etc. Oui, justement, là, je rebondis là-dessus. Voilà, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter là-dessus. En fait, c'est mon petit histoire de m'occuper ce week-end, puis de toute façon, même le week-end, on est T'es en confiné, mute, hein. t'es en mute, Jean-Pierre. Je suis en mute. Excusez-moi. Oui, donc, comme de toute façon, le week-end, on est toujours confiné, donc histoire de m'occuper, j'ai donc à mon planning apéritif du week-end plusieurs petites choses que je vais vous donc partager. Déjà, je vais publier toutes les vidéos, puis je vais refaire le webinaire sur lequel j'avais eu un problème d'enregistrement. Je vais ajouter les deux. Je pense qu'il y a un P8 qui doit manquer pour le numéro 4, donc ça sera ajouté aussi. Et puis je vais donc, je suis en train de finaliser tous les plans de formation détaillés en PDF avec tout le détail. Et donc je vais modifier le site où il y aura donc tous les cours, le moyen de s'inscrire, le plan de formation. Et puis j'enverrai donc à toutes les personnes qui ont participé à un des séminaires
justement un mail où tout sera récapitulé. Aujourd'hui, je peux aussi, pour tous ceux qui souhaitent une formation, tous ceux qui sont en travail, travail partiel, hein, toutes les formations sont prises en charge par la formation continue. C'est une loi qui est, loi ou amendement de loi qui est passé là il y a quelques jours. Donc toute personne qui sera en travail partiel pendant cette période de confinement, toutes les formations sont prises en charge automatiquement. Voilà pour... et puis à côté de ça, pour ceux qui... On a, comme Tristan est en train de le montrer à l'écran, vous pouvez aussi accéder à la Power BI Academy, où en ce moment jusqu'à fin juin, on a un accès préférentiel en termes de tarifs. Pour un engagement mensuel, il est à 5 € par mois, et donc vous pouvez arrêter au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Et par contre, à partir de juillet, ça reviendra au tarif habituel autour de 13 € par mois. Et si vous engagez sur un engagement annuel, là vous êtes à 4 €, donc 48 € hors taxe, mais le prix est donc figé. Pendant un an, vous serez à ce tarif-là. Et donc là, vous avez accès à un cours qui correspond aux 6 premiers jours de Power BI Desktop, donc qui peut être très intéressant, même après avoir suivi une formation pour pouvoir rejouer des petites séquences. Hein. Donc on a pas mal de clients qui prennent ça en mode post-formation. Ou des personnes, en complément en fait. Voilà. Oui, en complément. Ou des personnes, bien sûr, ceux qui veulent s'entraîner complètement seuls. Hein. Et puis il va être étoffé d'ici, comme là, pareil, avec le confinement, on a quand même un petit peu plus de temps. Il va être étoffé de 2 ou 3 cours entre maintenant et la rentrée. Hein. Donc, tous les cours qui sont ajoutés ou tous les modules qui seront ajoutés font partie de l'offre à 4 ou 5 €. Hein. Ce n'est pas un seul cours, c'est tout ce qui existe aujourd'hui sur la plateforme et tout ce qui sera ajouté prochainement. Voilà, et dernier point, prochain apéro mardi prochain, 18 h, sur les data flows, les datasets partagés. On vous montrera comment collaborer intelligemment avec Power BI, bien répartir les rôles au sein de vos équipes de data analyse, business analyse, comment partager intelligemment du contenu, des jeux de données, etc. Donc voilà, ça sera une session assez intéressante où on prendra un peu du recul par rapport au produit et on réfléchira, on vous donnera quelques pistes pour bien réfléchir à comment utiliser au mieux et mutualiser au mieux les ressources Power BI disponibles dans votre organisation. Voilà, j'espère que la session vous a plu. N'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos feedbacks et vos remarques. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end et on se retrouve mardi prochain à 18 h. Merci à tous. Également, bon week-end à tout le monde et donc à mardi prochain pour Dataflow, Dataset. Exactement. Voilà. Bon week-end, bon apéro. Merci, au revoir.